France Maghreb 2. Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, c'est Medjahed, mais aussi aujourd'hui, et on a le plaisir de l'accueillir évidemment comme tous les lundis. Elle était absente pendant un bon moment, elle est de retour avec nous pour une bonne période, c'est Wiem Maghrebi pour l'émission Parler Psychologie. Bonjour Wiem. Bonsoir, salam alaikum et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Parler Psycho sur France Maghreb 2. Vous m'avez manqué, Medjahed ainsi que nos auditeurs, effectivement. On a fait une petite pause pendant le Ramadan, mais je suis de retour. Allez, exactement. Je suis heureuse de vous retrouver comme tous les lundis de 18h30 à 20h avec le plus gentil, serviable et patient des gendres que je connaisse. Il aime sa femme, qui lui manque d'ailleurs parce qu'il me semble qu'elle est partie au pays. Il respecte ses beaux-parents avec lesquels il s'entend à merveille. Oui. Vous l'avez compris, il ne peut s'agir que de toi, Medjahed. Merci. Alors, notre émission a pour objectif d'aborder chaque semaine un thème de votre vie quotidienne et de vous donner la parole afin que vous puissiez vous exprimer, témoigner et interroger. Au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, beaux-parents, beaux-enfants, amour impossible. Au cours de cette émission, on verra 4 cas de figure possibles dans la mésentente. Alors, soit quand il s'agit de mes beaux-parents, ce sera les enfants de mon conjoint, soit les conjoints de mes enfants, quand on est une belle-mère ou un beau-père. Alors, dans la position des beaux-parents, ce sera les nouveaux conjoints de mes parents ou bien les parents de mon conjoint. Donc, 4 cas de figure. Alors, dans un premier temps, nous verrons quelle est concrètement la place du beau-parent. Doit-il se mêler de l'éducation des enfants et quel rôle doit-il tenir? Comment aimer les enfants qui ne sont pas les siens? Et est-ce si grave de ne pas les aimer en fait? Comment trouver sa place auprès d'eux et la faire respecter, notamment face aux adolescents? Pour relever le défi que représente la famille recomposée, il est essentiel de comprendre les enjeux, de poser des limites que représente la famille recomposée. On s'intéressera au point de vue des enfants qui doivent gérer un beau-parent, mais on s'intéressera aussi au point de vue de l'adulte qui doit aimer, entre guillemets, l'enfant de l'autre. Dans un deuxième temps, nous nous demanderons comment faire pour gérer une belle-fille ou un beau-fils. Qu'est-ce qui fait que la relation bru et belle-mère est si compliquée? Que se cache-t-il derrière cette mésentente entre moi et la belle-mère de mon mari, la mère de mon mari, pardon, ou moi et le mari de ma fille? Comment aplanir ces relations et ne pas faire que cette mésentente ou les rancœurs soient à l'origine de la destruction du couple? Eh ben, on essaiera d'y répondre tous les deux, Medjahed, dans pas très longtemps. Donc cette émission est la vôtre pour vous informer sur les solutions possibles ou clés à votre disposition pour amorcer un changement. Nous espérons pouvoir vous conseiller et vous orienter le mieux possible. Peu importe notre origine, peu importe notre religion ou non, peu importe notre culture, la souffrance psychique derrière reste la même. Alors qui que vous soyez, n'hésitez pas à nous laisser vos témoignages. Nous répondrons à vos appels ainsi qu'à vos messages sur ma page Facebook Maghrebi Wiem, psychologue clinicienne, auquel moi et Medjahed nous tâcherons de répondre donc en direct. Tout à fait. Et puis, vous pouvez aussi témoigner par téléphone. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs. On attend vos témoignages. Vous avez une belle-mère, un beau-père envahissant. Vous ne la supportez plus. Ou alors vous voulez des conseils comment faire face à l'envahissement des belles-mères et des beaux-pères. Vous êtes vous avez envie de nous en parler. Vous aussi, vous avez aussi une famille recomposée. Vous avez un beau-père qui est difficile à vivre. Ou enfin bref, vous voulez nous parler de votre beau-père, votre belle-mère. Eh bien, le numéro de téléphone, le 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard 0892 23 99 50. Vous pouvez nous joindre aussi au 01 40 33 9000 par l'étranger 00 33 1 40 33 9000. On vous attend évidemment pour tous vos témoignages. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. On attend tous vos témoignages pour intervenir sur cette antenne avec Wiem Maghrebi, psychologue musulmane en direct. Oui, n'hésitez pas, cet espace est vraiment le vôtre. C'est très important que vous puissiez témoigner en direct, de façon même anonyme si nécessaire, parce que c'est par le biais de vos témoignages et donc par les réponses que je tâcherai d'y apporter qu'on pourra avancer dans la réflexion et qu'on pourra donner, ou en tout cas le plus possible, apporter des conseils à nos auditeurs. Donc n'hésitez pas, votre témoignage est indispensable. Voilà, surtout les témoignages, comme on pourra vous donner des meilleurs conseils si vous avez des belles-mères ou des beaux-pères envahissants. 01 40 33 9000 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Alors on va tout de suite. D'ailleurs, on peut mettre une petite question en toile de fond tout au long de l'émission. Alors selon vous, qui est toujours la cause des disputes, la belle-mère ou la belle-fille? Alors qui est la cause des conflits? Des conflits. Est-ce que c'est la belle-mère
ou la belle-fille? Venez témoigner, venez nous dire. Ah là là, ça y est, ça va clasher sévère. Je veux du clash ce soir. Je veux que ça appelle, je veux que ça témoigne. Alors, c'est qui met en plus les périls, justement les conflits? La faute, c'est la belle-fille ou la belle-mère ou le beau-père? Allez-y, vous nous appelez 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Allez. Alors, on veut vos témoignages, mais Medjahed, tu te doutes bien que ma réponse ne va pas être aussi tranchée, hein. Mais j'aimerais avoir le témoignage et les avis de nos auditeurs, puisque ce qu'il compte pour nous et le plus important pour nous, c'est l'avis de nos auditeurs. Exactement, et vous êtes prioritaire. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Alors, donc il y a énormément à dire sur ce sujet, donc je vais essayer de faire une petite introduction très très rapide pour ensuite laisser place aux témoignages. Alors d'ailleurs, j'ai déjà reçu des témoignages via Facebook, donc j'essaierai de répondre aux interrogations. Alors, actuellement, on sait que près d'un mariage sur deux ne dure pas. Un mariage sur deux se conclut par un divorce, et on sait qu'environ 2,9 millions, voire 3 millions, presque, de mineurs en France vivent l'expérience de vivre seuls avec leurs parents, jusqu'à la remise en couple du parent avec lequel ils ont l'habitude de cohabiter. Donc ça veut dire qu'environ 3 millions d'enfants chaque année font l'expérience d'un beau-père ou d'une belle-mère. Donc je vais commencer. C'est énorme. On va essayer de diviser l'émission en deux parties, sauf si on a des questions de nos auditeurs. Je vais surtout d'abord parler du problème entre les beaux enfants. Papa ou maman se remarie, et dans un deuxième temps on parlera de la belle-fille ou le beau-fils, mon enfant s'est marié. Voilà. Donc là on va prendre du point de vue essentiellement de l'enfant. Bien, d'accord. Parfait. Alors, les enfants du divorce en famille recomposée sont tellement de plus en plus nombreux que finalement la situation elle semble un petit peu banalisée. Et pourtant ça reste un sujet énormément tabou dans notre communauté. C'est souvent un sujet tabou parce que il y a le poids de la culture et parfois même de la religion. Alors quel est l'intérêt de cette émission? D'abord parce que les statistiques sont édifiantes. On sait que plus de 2/3 des remariages, 2/3 d'un remariage et donc d'une famille recomposée se termine par une séparation quand les partenaires ont déjà un enfant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je suis divorcée et je veux me remarier. Si j'ai des enfants, j'ai 2 fois plus de chances de divorce sur 3 que ce mariage échoue que si je n'avais pas d'enfant. C'est énorme, dis donc, c'est grave. C'est beaucoup, c'est énorme, effectivement. Ça veut dire qu'il vaut mieux pas se remarier, en fait, en gros. Alors, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ah oui, mais bon, ou alors il faut vraiment mettre waouh, il y a plein de... Alors, je vais expliquer parce sur le terrain familial, il y a énormément d'enjeux, il se joue énormément de choses inconscientes dont on n'a pas forcément donc conscience, qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Alors, les causes, d'abord, c'est les conflits entre les beaux-parents et les beaux-enfants. Chacun va se donner dans ce nouveau mariage, dans cette nouvelle union. Au départ, on va tous avoir beaucoup de bonne volonté, on va avoir envie de donner beaucoup d'amour, on va mettre beaucoup d'espoir dans ce nouveau mariage, dans la constitution de cette nouvelle famille recomposée. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord parce que il y a énormément d'erreurs qui vont venir empêcher les différents protagonistes, les différents membres de cette future famille recomposée, ça va les empêcher d'avoir une vision qui est réaliste de ce qui les attend. C'est important, avant de s'engager dans ce nouvel modèle familial qu'est la famille recomposée, c'est important de savoir ce qui nous attend concrètement, réellement. On a souvent une vision au départ idéalisée, tout va bien se passer, ça va être tout beau, tout rose. C'est très rarement le cas. Alors, une des premières erreurs, et qui est très importante, à mon sens, c'est l'idée que avec l'amour, qu'avec la puissance de l'amour, qu'avec la bonne volonté, on va réussir à surmonter tous les obstacles. Non, c'est faux. On peut aimer follement notre futur mari, on peut aimer follement notre future épouse. C'est pas pour autant qu'on va aimer ses enfants. Et non, je peux aimer un homme et pourtant ne pas être prédisposé à aimer ses enfants. Tu es d'accord, Medjahed, ou non? Ah, mais tout à fait. Puis je connais aussi malheureusement beaucoup de couples comme ça qui se sont mariés, et avec les enfants, c'est pas
on reste par exemple l'enfant du père reste accolé à son père parce qu'il sent ça en fait il a plus sa place voilà. Exactement. On va essayer de décrypter ce qui se joue, expliquer ce qui se passe dans ces cas de figure et surtout donner énormément de conseils. L'intérêt, moi aujourd'hui, j'aimerais ne pas faire trop de théorie et plus être dans le conseil. Je pense que nos auditeurs, parce que c'est un sujet tabou, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment dans notre communauté, je pense que là ils ont surtout besoin de conseils concrets. Donc j'essaierai d'être assez rapide sur les justifications, en tout cas les explications analytiques. Alors ce qu'on sait, c'est que par ce nouveau mariage, on réalise que finalement partager l'amour qu'on a d'un homme ou d'une femme, c'est pas si facile, parce que moi quand je me remarie et que mon mari a déjà des enfants, je me rends compte que c'est pas simple de devoir partager entre guillemets son amour avec ses enfants, surtout si ces enfants me font bien sentir dès le départ que je suis pas la bienvenue et que ils sont assez hostiles vis-à-vis de moi et que je suis pas la bienvenue. Et puis c'est pas facile non plus d'aimer un enfant qui est issu d'une autre union, parce que cet enfant d'une façon très explicite, clairement, il vient prouver par sa seule existence, par sa seule présence, que mon futur mari ou que mon mari, il a aimé une autre femme avant moi, et que de cet amour qu'il a pu avoir avec une autre femme est né un autre enfant. Donc, par juste la présence de cet enfant, il y aura toujours dans notre vie ce fantôme qui plane au-dessus de nous, de l'ex. Donc, il faudra être suffisamment sécurisé, suffisamment confiante en soi-même et aussi en l'autre pour réussir à dépasser cette angoisse. Alors, donc, ce qui est clair déjà, et puis on va essayer d'avancer. Ce qui est clair déjà, c'est qu'avec même toutes les meilleures intentions du monde, avec la meilleure volonté du monde, même avec la plus grande des croyances et des piétés et de la patience, c'est difficile de gérer ce genre de situation. Très souvent, moi j'entends dans mes consultations souvent des patientes qui, sous le poids de la culpabilité, me disent oui mais c'est haram, normalement il faut être gentil, il faut aimer l'enfant de mon mari, et puis lui je comprends pas pourquoi il est dur avec mes enfants ou il est indifférent envers mes enfants. Pourtant la religion nous dit que oui, la religion nous dit une chose, ça c'est pas moi qui dirais le contraire, mais notre réalité psychique en dit une autre. Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est aussi de vous déculpabiliser par rapport au fait que vous n'arrivez pas non plus, on peut pas vous forcer à aimer l'enfant de l'autre. Mais il y a une attitude à avoir et il y a des choses qu'on peut mettre en place pour dépasser ce mésamour qu'on peut avoir pour l'enfant de l'autre. Il y a plein d'auditeurs qui sont en tout cas très attentifs à ce que tu vas leur donner comme conseil. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui veulent témoigner, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez témoigner, vous avez une belle-mère, un beau-père envahissant, vous vous entendez pas avec la famille recomposée de la belle-mère, du beau-père, etc., le beau-fils qui ne s'entend pas du tout avec la belle-mère, le beau-père, eh bien n'hésitez pas. 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50 étoiles est le choix numéro 1. Et alors qui met la pagaille, qui met la zizanie? Est-ce que c'est la belle-fille ou la belle-mère? Justement, voilà, venez nous rapporter vos témoignages, et surtout si vous voulez de bons conseils, grâce à Wiem Maghrebi qui pourra vous donner de l'aide en tout cas, et vos témoignages, vos questions. 01 40 33 9000 0892 23 99 50, où que vous soyez d'ailleurs, en province, à Paris. Et puis oui, vous l'avez dit Wiem, si les gens veulent rester anonymes, eh bien il n'y a pas de souci, vous restez anonyme et vous témoignez. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Alors, les conseils justement pour aider. Alors de quoi allons-nous continuer? Avant de passer au conseil, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 2 moments qui sont très difficiles pour les enfants lors du remariage de leurs parents. On a la période de 6 à 9 ans. Et puis on a la période surtout de l'adolescence, parce que c'est l'époque où le jeune va devoir rompre avec les images idéalisées de ses parents, et c'est vraiment de cela qui va être question avec toi, Medjahid, aujourd'hui, permettre à nos auditeurs qui vivent ou qui ont vécu cette situation de trouver des réponses à leurs questions et permettre à leurs enfants de faire partie de cette nouvelle cellule familiale et faire en sorte qu'ils en soient plus forts. Alors simplement,
là, donc comme je te le disais, on va surtout parler de la situation, de la position de l'enfant, mais dans le cadre de je ne supporte pas ma belle-mère ou mon beau-père, c'est vraiment nécessaire que nos auditeurs puissent témoigner, parce que c'est souvent, moi ce que j'entends dans mes consultations, c'est souvent des causes de divorce. Deux personnes s'aiment, deux personnes s'entendent à merveille, partagent les mêmes centres d'intérêt, les mêmes projets de vie, et vous allez avoir une tierce personne, le beau-père ou la belle-mère, qui va venir s'immiscer dans le couple et être à l'origine du divorce. Pourquoi? Ouais, justement, c'est vrai, oui, vous avez raison. Il y a beaucoup de gens, même dans la religion, qui posent les questions. J'ai du mal avec les parents. Voilà, donc si vous avez envie de parler de ça, n'hésitez pas. Voilà, vous avez une belle. Là, c'est les vacances et beaucoup vont être confrontés à la cohabitation pendant les vacances avec les belles-mères. Avec les belles-mères et les beaux-pères. Donc n'hésitez pas. Voilà, et les belles-filles, les belles-mères et les belles-filles. Oui, les belles-mères aussi ont le droit d'appeler et de dire qu'elles ne supportent pas leur belle-fille. Ou alors au contraire, par exemple des témoignages d'amour. Voilà, des gens qui, par exemple, leur belle-mère, non, c'est des amours, ils adorent. Ça se passe super bien. On a envie aussi d'entendre ça, William. Donc voilà, venez nous témoigner. En tout cas, si vous avez une belle-mère, un beau-père avec qui, elle est tellement envahissante que vous savez plus comment faire. Elle s'imprègne. Vous venez de mettre au monde votre bébé et votre belle-mère est insupportable. Elle veut s'accaparer votre enfant. Ah oui, voilà. Bah écoutez, venez nous dire tout ça. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. Parce que souvent vous nous posez des questions dans l'émission Parler Islam. Souvent vous avez envie de poser des questions. Voilà, par rapport à ça, et ben vous avez la possibilité aujourd'hui de vous défouler, chers auditeurs et auditrices, et même en anonyme. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Profitez-en. D'autant plus que j'ai déjà des témoignages, mais je voudrais d'abord. On va faire quelques témoignages après. Ouais, d'accord. Je voudrais d'abord avancer un petit peu. Alors on avance. Ça, ouais. Donc, comment trouver sa place de beau-parent? Alors, est-ce qu'on est un parent de substitution? Est-ce qu'on est un parent supplémentaire ou alors on n'est pas parent du tout? C'est sûr qu'il y a de toute façon, il y a une place à prendre. Mais alors, c'est quoi la place que moi je dois prendre en tant que futur beau-parent? Alors, que le père ou la mère qui ne vit pas avec l'enfant de mon conjoint soit éloigné par le divorce ou décédé, de toute façon, symboliquement, il sera toujours présent. Il y aura toujours le fantôme de cet ex qui planera au sein du foyer. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, quand on est un beau-père ou une belle-mère, c'est que pour l'enfant, la nouvelle famille, l'épreuve de la recomposition familiale, c'est difficile à vivre pour un enfant. C'est difficile de devoir vivre avec un parent qui n'est pas le sien, et c'est difficile de devoir renoncer au deuxième parent et donc au deuxième parent et de devoir renoncer à ce rêve de revoir ses vrais parents se remettre ensemble. Alors, quand l'ex, donc l'autre parent, éprouve des difficultés à accepter en plus la séparation, ça va être encore plus compliqué parce que il va faire sentir ça à son enfant. Bon, pour être clair, supposons moi je suis divorcée et ça se passe très mal avec mon ex-mari. Mon enfant, il va potentiellement être dans un conflit de loyauté. Si mon ex-mari en gros bourre la tête, pour dire autrement les choses, à mon fils en lui disant ta mère, ou bien je regrette, je ne voulais pas quitter ta mère, c'est elle qui est partie se mettre avec un autre. L'autre potentiellement, il va devenir un ennemi parce qu'il va devenir l'obstacle, ce qui va venir freiner la reconstitution du couple parental. Donc quand on est dans ce cadre-là, ça va être très compliqué pour l'enfant d'aimer le nouveau parent. On va être dans ce qu'on appelle le délit de loyauté. Alors simplement, le délit de loyauté, il faut vraiment que vous compreniez ce que c'est. Alors c'est c'est vraiment un trouble majeur auquel vont se trouver confrontés de nombreux enfants de parents divorcés. Je vous donne l'exemple dans le cadre des parents des parents divorcés. Alors moi, j'aime mon papa, j'aime ma maman, mais ils se sont séparés.
j'ai d'un côté mon papa qui me dit du mal de ma maman, et de l'autre côté j'ai ma maman qui me dit du mal de mon papa, ou pas forcément, mais en tout cas il y a toujours il y aura un des deux qui va dire du mal de l'autre. Donc le conflit parental, il va s'exprimer sous une forme de violence psychologique destructrice auprès de l'enfant. L'enfant, il est incapable de choisir entre son père ou sa mère. C'est juste de la maltraitance que de placer l'enfant au cœur de ce conflit, parce que il va être la victime directe vraiment d'un abus de pouvoir que les parents vont exercer sur l'enfant. L'enfant, il n'est pas capable, il va être déchiré entre les deux. Parfois, on va retrouver ce délit de loyauté dans le cadre du remariage de maman ou de papa. Pourquoi? Parce que parfois l'enfant, il va avoir envie d'aimer son beau-père ou envie d'aimer sa belle-mère, parce qu'il se rend bien compte qu'elle est gentille, qu'elle lui apporte des choses, que voilà, il partage des activités en commun, que finalement ce beau-père ou cette belle-mère est gentil. Mais comme l'autre parent qui ne vit pas avec lui, l'autre parent ne n'aime pas le beau-père ou la belle-mère, et ben il va être tiraillé, déchiré entre les deux. Et parce que son père ne veut pas accepter le nouveau beau-père, ou parce que sa mère ne veut pas accepter la nouvelle belle-mère, l'enfant va se refuser et s'interdire d'aimer le nouveau conjoint de sa maman ou de son papa. Et là, on est dans un délit de loyauté. Donc, premier conseil, s'il vous plaît, peu importe vos conflits, peu importe vos mésententes avec l'autre, ne critiquez jamais, jamais, jamais le beau-père ou la belle-mère. Bien, on aura l'occasion d'en reparler dans un instant. On va marquer la première pause de cette émission WeM et revenir avec les témoignages des auditeurs. Voilà, si vous voulez témoigner, vous avez des belles-mères, des beaux-pères envahissants. Alors j'ai eu une auditrice qui m'a appelé en me disant dites à WeM, on est tous des belles-mères et on est tous des beaux-pères un jour. Voilà. Oui. Mais voilà, donc pas tous, malheureusement. Je sais pas pourquoi, voilà. Mais alors on n'est pas tous des beaux-parents un jour, puisque rien ne dit que nos parents vont se remarier, nos parents se remarieront un jour. Ouais. Et tout le monde n'a pas d'enfants pour avoir un beau fils ou une belle fille. Donc voilà, c'est statistiquement fréquent, mais on n'est pas tous dans cette position. Non. Exactement. Après, elle n'a pas voulu aller plus loin. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu exprimer, c'est pas grave. En tout cas, merci. Vous pouvez continuer à nous appeler, en tout cas, si vous avez vraiment des situations difficiles, des conflits, avec les beaux-pères, les belles-mères. Vous avez votre belle-fille qui va mal. Est-ce que c'est la belle-fille qui met la zizanie, ou est-ce que c'est la belle-mère? Eh bien, venez témoigner. Vous avez des difficultés, justement. Eh bien, WeM peut vous donner les meilleurs conseils. Je sais que vous êtes plein à nous appeler, à vouloir rester anonyme aussi, mais il n'y a pas de souci. 01 40 33 9000, 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. Tous vos témoignages en direct à la radio. On vous attend avec plaisir. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50. On marque la pause et puis on compte sur vous pour vos témoignages. Et puis oui, on l'a dit aussi. J'en ai déjà par écrit en tout cas. Oui, il y en a par écrit. Et puis on a aussi des auditeurs avec qui ça se passe très très bien, avec la belle maman et le voilà. Venez aussi témoigner. Un peu d'espoir. Voilà, exactement. Il n'y a pas que des choses mauvaises dans les belles-mères et les beaux-pères. Donc venez nous dire aussi 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre dans l'émission Parler Psychologie avec WeM Maghrebi, qui est la psychologue musulmane, qui est là d'ailleurs et qui peut vous recevoir en consultation. Jusqu'à quand d'ailleurs vous pouvez les recevoir, WeM? Jusqu'à fin juillet. Jusqu'à fin juillet, vous pouvez prendre rendez-vous avec WeM Maghrebi si vous avez des difficultés, quel que soit le problématique avec vos enfants. Vous avez besoin de rencontrer une psychologue, évidemment, pour vous aider dans tout vos difficultés de la vie de tous les jours. Eh bien, vous pouvez appeler WeM Maghrebi au 06 25 17 65 36, 06 25 17, je me trompe pas, j'espère. Non, 06 25 17 65 36. Vous lui mettez tout simplement un texto, c'est peut-être plus facile d'ailleurs, pour que, en disant je veux prendre un rendez-vous, ou alors parler avec elle des soucis que vous rencontrez au quotidien. Et pour la rencontrer donc en région parisienne, WeM Maghrebi, psychologue musulmane, 06 25 17 65 36. Aujourd'hui on parle, je vous le rappelle, des beaux-parents, des belles-mères, des beaux-pères, des belles-mères envahissantes, des beaux-pères envahissants, des belles-filles peut-être qui s'aiment la zizanie. On veut vos témoignages, les amis. On compte sur vous au 01 40 33 90 00, 01 40 33 9000. Si vous avez vous êtes par exemple marié et que votre fils suit souvent les idées de sa maman et ça porte au conflit. Voilà, ça on en a souvent des questions comme ça, WeM.
eh ben venez nous en parler. Comment vous débarrasser, comment vous parler à la belle-mère pour que ça se passe mieux, comment réagir justement dans ces problématiques avec les belles-mères. Eh ben venez nous témoigner au standard 01 40 33 9000. C'est souvent ça qu'on ressent comme question qui vous interpelle. Donc par rapport à cela, et puis vous avez des enfants avec des nouveaux beaux-pères, hein, c'est ça, et des nouvelles belles-mères, et ça se passe pas top non plus. Bah venez nous raconter pour savoir comment vous en sortir aussi, ou alors témoigner aussi. Vous avez carrément les beaux-pères, les mamans, les meilleurs du monde, les beaux-parents, les meilleurs beaux-parents du monde. Bah venez nous en parler aussi. 01 40 33 9000 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Est-ce que ça marche aussi pour les beaux-pères et les les beaux-frères et les belles-sœurs? Non, c'est pas exactement la même problématique. Vous pouvez aussi nous contacter pour nous dire à quel point votre adaptation et l'adaptation de l'enfant de votre nouveau mari ou de votre nouvelle épouse s'est bien passée. Quelles sont vos clés, quels sont les outils que vous avez employés pour vous faire accepter par l'enfant de l'autre et pour faire en sorte que cela se passe bien. Alors juste avant la pub, on parlait du conflit de loyauté. Je voulais vraiment inciter là-dessus parce que c'est très important, c'est souvent ce qui est au cœur du problème. Exactement. Avant tout, je voulais aussi rappeler vraiment qu'ils peuvent rester en total anonymat s'ils veulent témoigner au standard au 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Alors vous disiez, pardon. Il faut vraiment comprendre que lorsque je mets pour être assez explicite, faut vraiment comprendre que lorsque l'enfant a pris l'habitude de vivre seul ou avec la fratrie, à vivre seul avec le papa ou la maman, généralement c'est plutôt la maman, c'est compliqué pour lui d'accepter qu'une tierce personne vienne partager le lit de sa maman et donc la vie de sa maman. Très souvent, le parent, il va être assez laxiste, il va être assez permissif avec son enfant ou ses enfants parce que il ressent très souvent cette culpabilité d'imposer à ses enfants la séparation du père. Donc dans le cadre où les enfants restent avec leur mère. Donc très souvent ce sont des enfants qui vont être gâtés, qui vont être un peu plus choyés matériellement, comme si le parent avait besoin de compenser cette difficulté ou ce manque de l'autre. Alors quand l'enfant est dans cette position, c'est d'autant plus compliqué pour lui d'accepter qu'une tierce personne vienne remettre en question les privilèges que l'enfant ou les enfants ont par la situation qu'impose donc le divorce. Ouais, tout à fait. Ça risque aussi de poser un problème. Et là aussi, il y a aussi des solutions, j'imagine, à apporter par rapport à cela. Oui, je vais donner là les conseils, en tout cas des solutions, en tout cas surtout des conseils. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que s'il vous plaît, je l'ai dit avant la pub, mais on va le redire. Je veux encore le redire. Juste une dernière fois, faites attention à ne pas critiquer le parent, le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe de l'autre, parce que surtout vers l'âge de 5 ans et surtout pendant l'adolescence de votre enfant. Pourquoi ? Parce que c'est une période où il y a ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe qui va être réactivé. Alors le complexe d'Oedipe, c'est une période très particulière dans le développement psychique de l'être humain. Je vais pas en parler là parce que ce serait trop long, mais en tous les cas, c'est une période qui est très difficile pour l'enfant et donc il faut vraiment pas venir critiquer l'autre parce que sans vous en rendre compte, vous allez avoir des attentes vis-à-vis de votre enfant qu'il n'est pas en capacité de supporter ou d'accepter. C'est-à-dire que inconsciemment, vous risquez de dire à votre enfant: fais en sorte toi qui vis avec ta mère, fais en sorte de faire partir le beau-père, parce que c'est par toi, c'est par ta cause, c'est grâce à toi que maman sera de nouveau seule et que peut-être moi je pourrai récupérer maman. Voilà, ça c'est le message inconscient que l'enfant va percevoir. Sauf que ce message-là, il est très compliqué à gérer pour l'esprit d'un enfant parce qu'on va le parentifier, on va le mettre dans une position d'adulte qu'il est incapable de gérer. Donc c'est vraiment indispensable, j'insiste encore une dernière fois et puis on va passer à autre chose, surtout de ne pas critiquer le nouveau conjoint de votre ex. Alors comment faire pour que les choses se passent bien? Alors je me remarie et j'ai des enfants, ou alors je me marie avec un homme qui a des enfants. Comment faire pour que les choses se passent bien? Alors il faut surtout prendre son temps.
c'est important. On vit dans une société de l'immédiateté. On vit dans une société où les gens sont de moins en moins patients. Ils sont de plus en plus intolérants à la frustration et dès le premier échec, ils abandonnent. Donc, une des conditions sine qua non pour la réussite de la recomposition d'une famille, c'est la patience, c'est vraiment de prendre son temps. On ne devient pas un beau-père ou une belle-mère d'un enfant dès lors qu'on décide de faire sa vie avec l'un de ses parents. C'est pas aussi simple. Psychiquement, on devient vraiment un beau parent. Avec l'expérience, avec le fait de vivre avec l'enfant. On ne devient pas beau-parent comme on devient parent. Alors, quand moi j'ai décidé de devenir mère, j'ai eu tout ce temps de préparation avant de tomber enceinte et j'ai eu tout ce temps de la grossesse qui m'a permis de créer une image mentale de mon enfant. Et il s'est passé un temps suffisamment long pour que psychiquement il se passe ce qu'on appelle un remaniement psychique, pour que sur le plan identitaire je sois au clair avec ma nouvelle identité de mère. Alors, c'est ce qu'il faudrait quand on devient un beau-parent, sauf que c'est pas si évident parce que très souvent, en tout cas c'est ce qu'on voit dans notre communauté, beaucoup malheureusement, on devient parent on découvre l'enfant de l'autre après le mariage. Ça ne laisse pas le temps à l'enfant d'apprivoiser l'autre, de découvrir l'autre dans un contexte un peu neutre. Donc c'est important avant de revendiquer le rôle de beau-parent, de laisser du temps à l'enfant pour qu'il s'habitue, mais aussi pour que vous-même vous vous habituez à l'idée de devenir beau-parent. Il faut vraiment que les rencontres et les moments passés ensemble avant la vie commune permettent de faire connaissance et de se découvrir en douceur. Mais comme je disais, parfois l'injonction religieuse fait que on est tout de suite catapulté dans une cohabitation sans qu'on se connaisse. Alors c'est souvent d'ailleurs la cohabitation qui marque vraiment le début de l'expérience de beaux-parents. C'est souvent là qu'on découvre ce que c'est qu'être un beau-parent. On va devoir d'un coup du jour au lendemain partager le dîner de l'enfant, peut-être faire les courses ensemble, peut-être les aider à faire leurs devoirs, parfois les récupérer à l'école, je ne sais tout ce qu'on peut faire dans une vie dans la vie quotidienne, mais c'est en réalité c'est seulement ce quotidien là qui permet réellement de s'occuper d'eux, de s'en approcher et par conséquent de créer un lien d'attachement. Le parent lui il s'attache inconsciemment comme je disais il s'attache inconsciemment à son bébé très tôt, de façon très précoce. Mais alors que là c'est tout à fait autre chose en fait. Et oui. Il faut une autre réadaptation carrément. Exactement. Là, on va créer une nouvelle famille. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire patienter si ça se passe pas bien au départ. C'est pas grave, réajustez-vous, communiquez. Donc là, je vais donner des conseils. Mais si ça ne se passe pas très bien avec votre beau-fils ou votre belle-fille, ou si vous ne supportez pas votre beau-fils ou votre belle-fille, au départ, ça ne durera pas. Ou alors, il faut y mettre du sien aussi. C'est-à-dire, il faut que chacun il faut vraiment. Il faut y mettre du sien, effectivement, mais surtout, faut pas oublier une chose, c'est que dans famille recomposée, il y a deux familles décomposées. Très souvent, ce sont deux personnes, les deux protagonistes sont divorcés, ou alors il y en a un des deux qui est divorcé ou qui est séparé. Donc il y a une histoire quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants, faut aussi se mettre dans la peau de l'enfant. Ces enfants-là, c'est des enfants qui forcément, ils en sont sortis bouleversés, changés de l'échec de la première union de leurs parents. Très souvent, il y a de la tristesse, il y a des regrets, il y a de la culpabilité, il y a même de la colère vis-à-vis de la séparation de leurs parents. Donc il y a énormément d'émotions, des émotions entre guillemets sources de déplaisir, des émotions entre guillemets négatives que l'enfant a en lui et qu'il faut pouvoir entendre, qu'il faut pouvoir gérer. On accepte facilement l'idée que notre futur conjoint qui est divorcé, il a des blessures, il a des difficultés à se remettre en couple, mais on oublie parfois que les enfants aussi, ils ont des blessures et ils ont du mal à faire confiance. Peut-être que eux aussi, ils ont une idée un peu biaisée ou détruite de la famille. Donc quand on décide de se mettre avec une personne divorcée qui a des enfants, faut aussi être prêt à ça, à savoir que il va y avoir des choses à réparer. Donc il faut que la personne qui se mette en couple avec une femme divorcée ou un homme divorcé soit suffisamment armé, sécure et conscient de cette grande difficulté.
C'est pas tout à fait évident. Hein. Non, c'est pas tout à fait évident. C'est ce que je disais. Au départ, on croit que par la force de notre amour, juste parce qu'on est tombé fou amoureux et que on a une image super positive de l'autre, on se dit qu'on va pouvoir tout surmonter. Non, c'est pas pour rien que justement 2/3 des mariages où il y a des enfants quand il y a des enfants, ils se terminent par un divorce. C'est ce qu'on disait. C'est pas pour rien que le deuxième mariage échoue très souvent. On voit de plus en plus de multiplication des mariages. Hein. Moi, j'ai des patientes qui sont mariées 2 fois, 3 fois, 4 fois, et qui enchaînent comme ça les échecs. Mais quand je leur demande pourquoi, très souvent, la cause, c'est les enfants. C'est souvent les enfants de l'autre. D'ailleurs, petite parenthèse, Medjahed, mais c'est également pour ça que de plus en plus de femmes acceptent d'être polygames. De plus en plus de femmes acceptent d'être coépouses. Et oui. Dis donc, Pourquoi, selon toi? Moi, l'argument que j'ai, alors c'est pas pour des raisons religieuses, hein. Ouais. Elles sont pas plus pieuses. Ouais. Elles sont pas plus soucieuses de cette autorisation. Non, pourquoi? Parce que l'argument principal que moi j'entends, c'est comme ça au moins il sera pas là tout le temps. Comme ça au moins il a son appartement. Comme ça au moins il commandera moins mes enfants. Je serai plus libre. J'ai pris l'habitude de vivre seule. Mes enfants ils ont pris l'habitude de vivre sans homme à la maison. Comme ça au moins ça sera plus simple. C'est vrai. Et donc pour que ce soit plus simple, pour que l'autre accepte ce mode de vie, très souvent c'est parce qu'il a déjà une première épouse. Mais ça c'est une réalité dont je te parle. Même si c'est tabou, c'est de plus en plus fréquent. C'est vrai. Donc venez nous dire vous aussi, venez témoigner par rapport à ça. Justement, on parle des belles-mères, des beaux-pères évidemment. Si vous voulez témoigner, nous apporter votre témoignage, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Est-ce que votre belle-mère est gentille? Est-ce que votre belle-mère est envahissante? Est-ce que vous avez du mal à gérer votre mari qui est tout le temps sans cesse accorde de l'importance à sa belle-maman? Ça aussi ça existe, ou du beau-papa. Voilà. En tout cas, venez nous en parler, venez vous témoigner. Vous pouvez témoigner en anonyme évidemment, 0892 23 99 50, ou alors vous pouvez nous appeler aussi à notre numéro 01 40 33 90 00. C'est gratuit et comme ça vous témoignez, on passe un moment ensemble, on vous donne les meilleurs conseils. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez témoigner pour d'autres choses, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez en général. Ouihem Maghrebi, qui est psychologue, peut vous aider avec grand plaisir. Donc on veut plein de témoignages. Je veux que vous vous déchaîniez au standard. Allez-y, faites-moi exploser la baraque, on veut plein de témoignages, et puis on sera là pour vous aider. Évidemment, on est là aussi pour passer des bons moments ensemble, pour passer des moments sympas, et puis pour vous défouler ici à l'antenne de France Maghreb 2, et pour vous donner les meilleurs conseils de maître. Donc maintenant c'est psychologue Ouihem Maghrebi, évidemment. Allez, on compte sur vous, on va marquer la pause et puis on va revenir juste après, et on espère avoir, pour ces dernières minutes, ces 25 minutes, que quelqu'un va se dévouer à parler de sa belle-mère ou de son beau-père. Allez-y, vous êtes les bienvenus. 01 40 33 9000. On fera aussi les témoignages Facebook tout à l'heure, quelques témoignages. J'en ai reçu plusieurs. Il y a donc plein de témoignages Facebook. Le Facebook c'est bien, mais la voix c'est encore mieux. Vous pouvez aussi rester en anonyme évidemment. 01 40 33 9000, 0892 23 99 50, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. 01 40 33 9000. À tout de suite au standard. Beaucoup, parce qu'on est musulmans, on a la foi, on a tout. Normalement, quand on aime en règle générale, tout. Et je pense que c'est l'inverse. Mais alors, je vais dire une chose qui va peut-être en choquer beaucoup. Et tant pis. La foi sans psychologie, sans un minimum de rationalité, ça n'a pas de sens. La foi toute seule, elle n'est pas suffisante. Non, oui, pas du tout. On a la religion. Beaucoup se cachent derrière les préceptes religieux. Beaucoup se justifient. Mais ils font dans leur réalité, dans leur intimité, ils vont faire preuve d'un comportement qui est anti-islamique. Là, ce que vous êtes en train d'évoquer, c'est extrêmement important parce que beaucoup, sous le poids de la culture et sous le poids de la religiosité qui donne cette injonction de la patience, beaucoup vont se taire, beaucoup ne vont rien dire, comme si c'était un péché que de dénoncer la perversité de l'autre.
Non. Oui, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, quand nous on était maltraités par notre belle-mère, il nous est arrivé même qu'elle inventait des choses à notre père, et pour qu'il soit bien avec elle, il nous mettait à genoux à lui demander des excuses. Vous imaginez? Ça c'est quelque chose. Moi j'étais un aîné, et j'ai même mes frères et sœurs d'ailleurs qui sont traumatisés, même jusqu'à présent. Moi je vous dis en toute honnêteté, je me suis mariée très jeune avec un homme que je connaissais même pas. Il fallait toutes les semaines j'étais mariée, mais c'est le calvaire. Je me suis même déclaré beaucoup de maladies. C'est ça. Je suis arrivée même au cancer. Je me suis, j'ai eu mais vraiment la totalité. Et souvent quand je leur dis, moi c'est vrai, j'ai grandi en France. Donc de mère algérienne et de père marocain, mes antécédents sont français aussi. Donc mais qu'est-ce que je vous dis, quand vous voyez que vous parlez, des fois je vous assure que c'est vrai. Quand moi j'étais très très jeune, je disais c'est pas possible, c'est pas ça l'islam. J'y croyais même plus, je voulais même plus croire, parce que être terrorisé et être en tant enfant, moi je parle autant enfant, être ce qu'on avait vécu, et autour de nous tout le monde savait, que ce soit les voisins, que ce soit, et personne n'appelait, personne ne disait quoi que ce soit, et donc j'ai trouvé que ça il y a une injustice quelque part. Parfois, on n'avait même pas le droit de voir l'assistance sociale. Les personnes des gens qui, moi j'ai fait une tentative de suicide, j'avais 16 ans. Et même pas les psychologues, même pas, vous savez, parce que bon, on est dans un milieu musulman. Pour moi, l'islam, ça représente quand même beaucoup de choses. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est beaucoup de choses. Et alors que personne ne voyait ça, c'est vrai. Aujourd'hui, je témoigne. C'est que vraiment, et je vous assure que c'est vrai, je suis ravie que vous abordez ce sujet. Génial d'avoir un témoignage aussi fort. Il faut. C'est un point très fort. Et malheureusement, vous savez, il existera toujours. Chez nous, les musulmans surtout. Chez nous, les musulmans. Pourquoi? Parce que on se cache derrière quelque chose. On veut l'homme tout seul ou la femme toute seule. C'est ça. Et les enfants, ils restent ballonnés entre les deux parents. Oui, c'est ça. Nous, on est 4 enfants. Je vous dis en toute honnêteté, et votre maman, on est traumatisés. Et votre maman, elle était. On a retrouvé notre mère que plus 20 ans après ou, ah oui, d'accord. ou 25 ans après. Donc on vous avez été privés en plus. On n'a plus ce lien de mère et fille parce que elle nous a élevés la belle-mère. C'était notre mère. On n'a pas connu notre mère. Moi, j'ai connu ma mère une fois qu'on était mariés. On n'a plus. Bon, on prend soin d'elle et tout, mais on n'a plus le sentiment de mère. C'est pas possible. Non, malheureusement. Voilà. Non, malheureusement. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, c'est extrêmement important parce que là, vous êtes en train de nous parler de sévices. Donc, vous avez subi des sévices. Ah oui, c'est quand grave. on a. Même à emmener mon père très très gravement malade, des papiers pour qu'il ne si vous me dites l'héritage. Imaginez un instant. Maintenant, je le crie haut et bas. De toute façon, les gens qui sont en train de m'entendre dans notre région, Reims et tout, ils savent à peu près qui je suis. De toute façon, hein. Donc, mais personne lève le doigt. Moi, maintenant, je fais partie de toutes les associations anonymes. Pourquoi? Parce que j'ai souffert dans ma vie et je vois les gens souffrir. Je sais pas quoi faire. Mais il y a un point du silence qui est très important parce que il faut pas oublier non plus que vous êtes venu en France donc très jeune. C'est-à-dire que vous étiez une entre guillemets immigré, hein, faut dire les choses. En tant que, en étant immigré, malheureusement, il y a 20 ans ou 30 ans en arrière, la communauté arabo-berbéro-musulmane, elle était beaucoup plus repliée sur elle-même, sur le plan identitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui avec les nouvelles première, deuxième, troisième génération, où là les enfants sont beaucoup plus intégrés entre guillemets à la société, où voilà ils sont français de fait. Donc quand on grandit dans un contexte familial où l'extérieur c'est l'étranger, on a cette injonction un peu implicite de surtout ne pas parler, il faut surtout ne pas dire parce que l'extérieur est dangereux. Donc moi j'imagine que vous deviez à ce moment-là énormément souffrir des sévices que vous imposez votre belle-mère perverse, faut dire les termes, faut dire les choses. Vous avez subi des sévices d'une femme perverse. Donc voilà. Mais en même temps, l'extérieur était dangereux parce que l'extérieur c'est l'autre, c'est le non familier. Même si on va à l'école, même si on fréquente des amis, ça reste dans l'inconscient familial, l'inconscient collectif de ma culture, ça reste l'étranger. Donc même si je suis en souffrance, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire, je vais me taire. Et c'est le fait de se taire, c'est le fait de ravaler, c'est le fait de garder en soi, c'est le fait de ne pas avoir permis
permis, votre parole de se libérer et de s'exprimer, qui a fait que ça a été refoulé en vous et que vous avez psychosomatisé. Votre corps est venu dire à votre place ce que votre esprit ne pouvait pas dire à ce moment-là. Donc ça s'exprime par des troubles physiques, voire même. Je vous dis qu'est-ce que j'ai déclaré, c'est la folie, début de méningite, 3 fois rein opéré, cancer, j'ai développé des maladies assez graves. Lorsque vous étiez chez votre papa et votre belle-mère, vous avez eu des maladies? J'ai déclaré des maladies, j'ai provoqué dans mon corps des maladies assez graves. Eh oui. Pourquoi? Parce mais que c'était salutaire. Vous vous rendez compte, j'ai eu mon premier enfant, j'ai été encore jeune, j'ai eu ma première fille auquel j'avais même peur de l'approcher. J'avais peur de reproduire même parce que mon père, il voyait, il pleurait en douceur, il avait peur de même sortir. Ouais, il avait peur d'elle. Un instant, aujourd'hui, je le crie haut et très haut, c'est que quelque temps avant son décès, il est venu me voir, il m'avait dit, tu sais ma fille, je t'aime, la personne que j'aimais autant, c'est vous et votre mère. Il me dit, tu veux que excusez-moi, je suis vraiment émue. Il m'a tout simplement dit, ça j'ai gardé en lui. Il m'a dit, tu veux que ton père il finisse dans les foyers? Voilà. Non, papa. Ce qui veut dire que votre père... Il subissait. Oui, ça veut dire que votre père était aliéné pour qu'il ferme les yeux et qu'il accepte. De toute façon, il subissait aussi. Voilà, c'est parce qu'il était aliéné. Il subissait, mais vraiment tout. Tout. Donc potentiellement, vous étiez vraiment avec une mère, avec une belle-mère perverse. Alors là, c'est par contre la marâtre. La marâtre. Maintenant, c'est, vous savez, quand après vous devenez mère et après vous avez peur de reproduire la même chose. Non, parce qu'on n'a pas été élevé dans l'amour, on a été élevé dans la dure, dans l'esclavage, parce que elle nous obligeait de faire certaines choses. Non, mais je suis convaincue. Je suis convaincue qu'avec le travail que vous avez entamé, et je suis convaincue qu'avec les qualités que vous possédez, je suis convaincue et je suis même sûre et certaine que vous ne reproduirez pas. Parce que cette distance... Non, j'adore, j'ai 3 enfants. Voilà, c'est au contraire même. J'ai des enfants et j'ai adopté 2 enfants. Machallah. Vous vous rendez compte, le maternage, vous n'avez pas été materné, mais vous avez compensé en surmaternant. Machallah. Je fais beaucoup de bénévolat, je pleure pour n'importe qui. Super. Pas parce que moi, résiliente. Quand j'avais besoin de personnes, j'en ai trouvé personne. Oui. Vous êtes résiliente, parce que là aujourd'hui c'est la première fois que je témoigne sur quelque chose. Je suis ravie que vous abordez ce sujet. Vous êtes super. Merci. Essayez de le faire souvent. Il y a des milliers de personnes, des jeunes gamins, des petits, je vous assure, qui souffrent jusqu'à présent de ça. Vous savez, on se cache derrière la religion. On se cache, ça c'est comme un voile. C'est des excuses. C'est des excuses et des prétextes, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est absolument pas ce qu'il a demandé. Tu vois, on porte un voile. On dit cette personne-là, elle porte le voile. Mais au fond, si vous discutez avec elle, moi je préfère porter affaire à des personnes. Malheureusement. Malheureusement. Voilà. Oui. Donc, souvent, on a une belle religion. On a une religion qui est magnifique. C'est une religion de paix. C'est une religion de conciliation. C'est une religion qui, je vous assure, il n'y a pas. Mais malheureusement, on est dans une période, on est dans une époque de postmodernité, comme je disais, de surconsommation. On est dans une période, dans une ère du faux, du rapide, de je prends et je jette. Et malheureusement, trop de personnes ont un retour à la religiosité, et par ce retour à la religiosité, ces personnes-là vont surinvestir l'apparence, les actes, ce qu'ils considèrent être de la religiosité. Je fais, sans avoir réellement intériorisé, sans avoir réellement compris sur le plan spirituel la valeur et de l'intérêt de ce qu'ils sont en train de mettre en application. Donc ce que vous dites, c'est extrêmement important, à savoir que l'habit ne fait pas le moine et que l'apparence, ça ne veut strictement rien dire. Donc là, je voudrais juste faire un petit message à toutes nos auditrices qui se culpabilisent de ne pas être voilées. J'aimerais vous dire que peu importe que ce soit une injonction religieuse ou non, le plus important c'est que vous fassiez très attention à votre comportement et que vous créiez un lien direct avec votre Seigneur. Déjà, si vous avez ça, c'est déjà énorme. Et simplement, juste pour rebondir par rapport à votre témoignage, et on terminera là-dessus, je vous remercie pour votre témoignage, parce que vous avez parlé d'une chose qui est très importante, qui est que quand je suis malheureuse dans mon cadre familial, avec mes parents, ou alors avec mes beaux-parents, mon beau-père ou ma belle-mère, très souvent, je vais vouloir me marier pour fuir. Alors, c'est ça. Moi, il m'est arrivé ça. Voilà. Moi, c'est ça. Fuir. Alors pourquoi fuir? Rester à la maison. C'est vrai, c'était le mariage à l'époque.
C'est ça. Fuir. C'est que Fuir. sous le prétexte du culturel ou du religieux, je n'ai pas d'autre issue que de fuir Moi, entre guillemets, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. par le mariage. Bon, ça va. Sauf que le Mais c'est mariage, quelqu'un de bien. sauf que le mariage c'est une épreuve. Le mariage c'est difficile. C'est la rencontre de deux inconscients. C'est la rencontre de deux personnalités. C'est des difficultés. C'est énormément de choses à bâtir ensemble. On ne J'ai fuit vécu, pas. hein, j'ai vécu. Voilà. Tout ce que vous venez de dire, c'est comme si vous étiez avec moi. Moi, j'ai vécu tous ces moments-là. J'ai fui la belle-mère, j'ai fui les problèmes, j'ai fui un jour on mange bien, un jour on mange pas bien. Vous voyez, le mariage. Après, c'est vrai, le mariage, quand on tombe sur quelqu'un qu'on connaît pas, c'est très difficile. Heureusement, dans mon cas, bon, c'est Vous avez quelqu'un de la de chance. passion et tout ça. Bon, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. C'est quelqu'un de bien, faut l'avouer. Mm. Heureusement, donc Alhamdulillah. voilà. Mais j'en connais des personnes autour de moi. C'est pas le cas. On est en 2017 et j'ai une dame auquel j'ai aidé. D'ailleurs, j'ai une pensée. J'espère qu'elle m'écoute. Une pensée pour elle. Elle avec un enfant qui vit en ce moment ce calvaire. Alors, vous voyez, on est en 2017 et malheureusement, quand on dit chez nous, musulmans, moi j'espère que tous les musulmans, ils m'entendent, soyez musulmans jusqu'au bout. En tout cas, on vous par les remercie actes beaucoup. et par le comportement. On vous remercie beaucoup, madame, parce que Merci malheureusement, il ne reste plus beaucoup Ouais. de temps. Ok, Mais merci beaucoup à on vous remercie. et merci pour tout ça. Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir, merci beaucoup. À bientôt. Fort témoignage, Wiem. Oui. S'il y a d'autres auditeurs qui veulent réagir, on va les prendre rapidement, évidemment. Simplement, j'aurais aimé, alors juste faire un petit coucou à Madame Djeridi Neziara, Oui, bah à oui. qui je fais une petite dédicace et que j'embrasse très très fort. Eh ben, Et on puis l'embrasse. j'aurais aimé, s'il te plaît, pouvoir lire un témoignage. Alors on va Et, lire le témoignage, on rappelle juste le numéro si les auditeurs veulent appeler, il n'y a pas de souci, comme cette auditrice. Ah ben ouais, voilà, on a eu des courages. Parlez-nous de votre beau-père, de votre belle-mère, comment ça s'est passé? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas terrible? 01 40 33 9000, on a encore le temps de prendre un ou deux témoignages. 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, on a encore vraiment envie de vous entendre et des témoignages. Allez-y, je sais qu'il y en a qui osent pas franchir le pas forcément, mais là, cette auditrice a osé, donc continuez. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Alors le témoignage. Alors, bonjour, j'aimerais donner mon témoignage pour aider d'autres mamans dans le même cas. Mon mari a eu 2 enfants d'un premier mariage une fille et un garçon. Suite à des problèmes de violence et d'insultes du garçon sur sa mère, le juge des enfants nous a confié l'enfant à l'âge de 6 ans. Aujourd'hui, il en a 11. Enfant très perturbé, constamment en crise de nerfs et avec beaucoup de compulsions alimentaires, c'était très difficile pour moi. Le rôle de belle-mère est un rôle très difficile. Je ne suis ni la mère ni le père et j'ai hérité d'un enfant difficile. Nos relations étaient compliquées, même si de temps en temps, il me montrait des marques d'attention et d'amour. En 2015, je tombe enceinte de mon premier enfant, un garçon. Dès qu'il a su que j'étais enceinte, le fils de mon mari s'est énervé en disant qu'il ne voulait pas de ce bébé. J'étais désespérée. Je me suis investie pour cet enfant et je l'ai considéré comme mon propre fils. Je m'occupais de lui, je le soignais, je le couvrais de bisous, mais je n'étais que la belle-mère. Je n'avais aucune considération ni remerciement par sa famille, ni sa mère, ni mon mari ne prenaient en compte ma position de belle-mère et toute la souffrance qui en découlait. 11 mois après la naissance de mon fils, mon mari demande le divorce, que j'ai mal vécu car il récupère son premier fils que j'avais élevé. J'ai eu une grosse frustration car tous ces sacrifices pour rien. Aujourd'hui, je n'ai presque plus de nouvelles de mon beau-fils, comme si je n'existais plus. On ne prend jamais ou presque jamais en compte les sentiments de la belle-mère, on la prend comme un bouche-trou. Alors oui, voilà, ce fort témoignage, ouais. ce témoignage, il est vraiment, il est très fort parce que il vient dire quelque chose de très important, à savoir que quand le beau-parent crée un lien d'attachement avec l'enfant, qu'il s'investit avec l'enfant, dès l'instant où le couple se sépare, il n'a plus aucune place. Le beau-parent n'a une de place auprès de l'enfant que dans la mesure où il est le conjoint du parent de l'enfant. Donc c'est d'autant plus compliqué, ce manque de reconnaissance, c'est d'autant plus compliqué que les beaux-parents et le parent biologique se séparent. Souvent, le parent de substitution, à savoir cette dame, il a plus aucun contact avec eux, alors qu'il y a consacré parfois plusieurs années de sa vie. C'est ce qu'elle nous dit. Elles n'ont aucun droit, elles n'ont pas de vraie place. Ça, c'est ce que j'entends très souvent dans mes consultations. C'est vraiment un amer constat.
comme si c'était normal que finalement il soit mis dehors dès l'instant où ils se séparent. Non, surtout que c'était pas gagné d'avance. Surtout que ça n'est pas de soi, surtout que ça a été compliqué pour eux de se faire accepter. Et du jour au lendemain, ils n'existent plus, ils ne sont personne. Je trouve que c'est extrêmement compliqué et merci pour ce témoignage. Merci qui, j'espère, va éclairer, ou en tout cas donner le sentiment à d'autres qui nous écoutent d'être entendus. On va prendre d'autres témoignages. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, 0892 23 99 50. Nordine nous appelle de Reims aujourd'hui, ça cartonne à Reims. Bonsoir Nordine. Oui, bonsoir. Bonsoir pour votre invité. Allô? Oui. Bonsoir. Oui. Salam alaikum, on vous écoute. Oui, elle est très intéressante votre émission là que vous faites actuellement. D'accord. Parce qu'en fait, moi c'est pareil, je suis dans en plein avec on va dire entre mon ex quoi. Mm-hmm. Donc voilà, on a été séparés 2 fois. C'est-à-dire 2 fois on a donc deux fois de sa part de divorce. Donc moi c'est concernant mon beau-frère. Lui, mon beau-frère, lui, il m'a jamais aimé, mais je sais pas pourquoi. D'ailleurs, j'ai jamais cherché à savoir le pourquoi du comment. Voilà, il s'est jamais entendu avec moi. Par conséquence, il a vu que j'ai 3 adorables enfants petits. Il a toujours été là envers sa sœur avec qui j'étais marié pour l'aider, vous savez, pour les démarches de divorce. Il m'a tellement fait de menaces, genre je vais reprendre ma sœur, je vais la remarier au bled, enfin voilà, donc voilà. Et puis la chose la plus importante en fait, c'est moi et mon fils. Enfin, j'ai 3 enfants, j'ai 2 filles avec elle, et un fils. Comment? Avec elle. Avec elle. D'accord. Voilà, avec elle. Et depuis que une fois on était séparés, on est revenus. Après ça, pareil, même chose, ouais, je vais être honnête avec vous, je vais vous le dire, on était reséparés, on est revenus. Et là, actuellement, si vous voulez, dans ce schéma-là, au jour d'aujourd'hui, on est ensemble, on n'est ni divorcés, ni quoi que ce soit, mais on vit séparément. D'accord. Donc, d'après ce qu'on nous a dit, on nous a dit que on serait mieux comme ça, de vivre comme ça. Qui vous a dit ça? Votre beau-frère? Non, elle-même. Elle-même. Elle trouve que c'est mieux de vivre comme ça que d'être enfant. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais compris le pourquoi. Voilà. Mais bon, moi maintenant, dans tout ça, de toute façon, moi, je veux dire, lui, mon beau-frère, lui, maintenant, il a eu ses comptes. Je vais vous dire franchement, il a eu ses comptes ni envers, je veux dire, des gestes violents ou quoi, ou la police ou les plaintes ou quoi que ce soit. Il a eu son compte, comme on dit, Karabé. Voilà. Moi, quand on me faisait du mal, je disais toujours ça, Karabé. Et ça lui est tombé dessus. Voilà. D'accord. Je ne veux pas dire d'autre chose, ça lui est tombé dessus. Il a eu maintenant ce qu'il a eu. Enfin bref. Mais maintenant, moi, madame, ce que je vais vous dire, c'est la relation avec mon fils. Mon fils, il a 12 ans. Il a 12 ans. Quand il est avec moi, je le vois, il est pas bien, quoi. Je dirais pas qu'il est pas bien, mais il est différent. Bizarre. Voilà. Ouais, voilà. D'accord. Voilà. Il parle pas trop avec moi. Vous avez vu un changement? Je suis obligé de l'insister à parler avec moi quand je lui dis tu viens avec moi ou n'importe quoi vraiment, mais alors n'importe quoi, d'aller parler des enfants, c'est toujours le négatif pour moi. C'est toujours le négatif pour moi. D'accord. Voilà. Et il y a que ça, sincèrement. Il y a que ça, quoi. D'accord. Qui me fait vous concrètement, excusez-moi, oui. Vous avez le désir de revivre avec votre épouse ou pas? Concrètement, maintenant. On est d'accord qu'il s'agissait pas de divorce révocable. Vous avez la possibilité de vous remettre avec votre épouse. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous, mais sincèrement, vous voyez, je le dis à la radio. Oui. Normalement, je pense que vous êtes d'accord avec moi. C'est ce qu'on entend le plus souvent dire, que j'ai peur de telle personne. Dans un couple, j'ai peur de telle personne. C'est la femme. Vous voyez ce que je veux dire? On entend toujours, moi je dirais à 90%, que c'est toujours la femme qui dit, moi j'ai peur de cet homme, j'ai peur de cet homme-là,
La peur est une émotion mais c'est une chose que qu'on l'on. entend, hein. Alors, Ouais. la peur, pour nos auditeurs, la peur est une émotion que l'on ressent face à un danger réel et imminent. Je vais avoir des réactions neurovégétatives, je vais avoir le cœur qui tremble, le cœur qui bat vite, les jambes qui tremblent, je vais avoir une accélération de mon rythme cardiaque et de ma circulation sanguine. Bref, la peur, on la ressent physiquement. Là, on parle vraiment d'une émotion qui est très intense. Je ne crois pas que vous ayez peur de votre femme. Peut-être êtes-vous, peut-être que vous avez des appréhensions vis-à-vis d'elle. Non, c'est pas elle-même, mais c'est sa façon d'être maintenant. D'accord. Vous êtes méfiant. Voilà. Vous êtes méfiant. Voilà, vous avez trouvé. Vous avez trouvé. D'accord. Voilà. Vous êtes méfiant vis-à-vis d'elle. Pourquoi? Vous pensez qu'elle est quoi, influençable? Son caractère. Son caractère, je sais que mon fils, quand je vous disais tout à l'heure, quand il est avec moi, sa façon d'être comme il est avec moi, je sais que ça vient pas de lui. Même vous tout à l'heure, vous l'avez dit, et c'est vrai. Franchement, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai appelé. Quand vous avez dit, l'enfant, il écoute la mère lui dit oui, ton père, tu vois, ça. Je pense que moi, je dirais à 99%, c'est ça, quoi. Voilà, quoi. Et inversement, mais est-ce que vous avez désigné le coupable pour vous? Est-ce que vous pensez que c'est la mère ou le beau-frère alors? Non. Lui, le beau-frère, le beau-frère, c'était les débuts, les débuts. Voilà. Donc maintenant, depuis. Mais quel serait l'intérêt de votre épouse de dire du mal de vous? Mais écoutez, je vais vous dire, il y a pas que moi, dans toute la famille, même sa propre famille, jusqu'à maintenant, sont toujours posés des questions, vous voyez. D'accord. Donc, alors moi, le conseil que je vous donne, c'est celui de trancher, c'est celui de prendre une décision et de prendre une position, ou de même de rentrer clairement, de façon explicite dans le conflit. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses là. Vous ne pouvez pas rester comme ça, et vous ne pouvez pas non plus laisser votre femme comme ça. C'est-à-dire que là, même sur le plan du religieux, votre épouse, elle est comme suspendue. On n'a pas le droit de rester en suspens. Soit vous êtes marié, soit vous ne l'êtes pas. C'est extrêmement destructeur psychiquement pour votre enfant. Le fait de ne pas savoir, vos enfants, de ne pas savoir est-ce que papa et maman sont ensemble ou non. Lui, il va être dans l'espoir que le couple se recrée. Et puis il va se culpabiliser énormément. Les enfants, quand les choses ne se passent pas bien dans le couple parental, ils ont tendance à tout centrer sur eux. Si ça ne va pas, c'est de leur faute. C'est comme ça. Ils vont penser que s'ils se comportent mal ou s'ils se comportent bien, ça aura une incidence sur la relation entre leurs parents. Donc pour le bien de votre fils, en tous les cas, il faut poser un cadre, il faut être clair, il faut prendre position. Ou on est ensemble, ou on ne l'est plus. Mais vous ne pouvez pas chacun rester dans vos positions, sur vos retranchements. Moi, je trouve ça très positif que vous ayez appelé et que vous ayez eu ce courage là d'essayer de mettre des mots. Et la chose, madame, la chose pour vous dire, vous voyez, mon fils qui a 13 ans et ma fille, Janine, qui a 9 ans et qui a 8 ans, eux, par contre, je peux vous dire, quand je suis avec eux, elles sont vraiment ouvertes avec moi. Elles sont ouvertes. Elles sont comme elles sont, quoi. Elles sont pas, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elles sont pas, voilà. Et c'est ça que je comprends pas. Voilà. Parfois. Pour mon fils à comprendre que mes filles, je pense à mon avis, du côté de leur mère. Voilà. Parfois, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'enfant va être pétri, il va être coincé dans sa peur de trahir l'un de ses parents, l'autre parent. Peut-être votre fils est-il tiraillé entre ses. Je suis obligé de lui dire, Riyad, il faut pas écouter les gens. Je lui dis pas, n'écoute pas ta mère. Je suis obligé de lui dire, Riyad, n'écoute pas les gens. Alors, moi, le conseil que je vous donnerai, c'est plutôt d'être apaisant. Alors, je sais que c'est compliqué ce que je vais vous dire, mais il faut vraiment essayer de faire plutôt ça. Si vraiment l'intérêt pour vous, c'est votre fils et son bien-être, moi, le conseil que je vous donnerais, alors si j'étais, entre guillemets, à votre place, le mieux à faire, c'est de dire à votre enfant, écoute, moi, je sais que maman parle sur moi. Je sais que on dit du mal de moi. Il faut que tu comprennes que les conflits qu'il y a entre nous, tu n'es responsable de rien, tu n'y es pour rien. Peu importe
les causes de mésentente entre ta maman et moi, ce que je veux que tu saches, c'est que je t'aime et que je sais à quel point c'est compliqué pour toi d'être déchiré entre les deux. Mais quoi que tu fasses, même si tu décides d'être du côté de ta mère, c'est pas grave. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Parce que le plus important pour moi, c'est que toi, tu sois bien. Si toi, t'es bien en étant du côté de maman, c'est pas grave. Moi, en tout cas, je t'aimerai toute ma vie, quelle que soit la décision que tu prends, et je serai toujours de ton côté. Si vous faites ça, si vous dites ça, vous êtes réparateur. Et vous êtes exactement dans l'attitude inverse de votre épouse. Vous aurez eu la bonne attitude. Et votre fils, sans même vous en rendre compte, c'est vers vous qu'il viendra automatiquement. Parce que si vous critiquez l'autre parent à votre tour, là, il va tirailler entre les deux. Il va se dire, en fait, ils sont pareils, quoi. Ils se valent. Non, soyez un peu au-dessus et inquiétez-vous d'abord du bien-être de votre enfant en essayant d'avoir le plus possible des paroles apaisantes et rassurantes par rapport à l'amour que vous portez à votre enfant. Et vous lui dites bien, c'est pas grave. Si maman elle pense du mal de moi, et même si toi tu penses du mal de moi c'est pas grave. Je sais que tu vas grandir, je sais que tu apprendras à me connaître, et je sais que ça ne durera pas. Là tu es jeune encore, tu n'as que 12 ans, tu n'as pas l'esprit d'un adulte, tu n'es pas suffisamment grand, même si tu es en train d'être un adolescent, que tu deviens un homme, tu n'es pas assez grand pour comprendre tout ce qui se passe entre ta maman et moi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es le fruit de l'amour, on t'a voulu, je ne regrette absolument pas que tu sois venu au monde, et tu es ce qu'il y a de plus important pour moi. Et c'est effectivement, et sincèrement, c'est vraiment ça ce que je venais parler. Mais, vous voyez, il y a des fois on est ensemble, c'est-à-dire mes enfants, des fois je suis opposé avec elles, je suis à côté d'elles, à côté de leur mère, on est ensemble des fois. Bon, pour vous dire un exemple, des fois quand tu me demandes quelque chose, et il a tout de suite le regard envers sa mère. Il regarde sa mère. Il a besoin, et c'est au niveau de la communication non verbale, c'est des attitudes de réassurance. Il a besoin de vérifier que, même si c'est ça dure des microsecondes, il a besoin de vérifier que sa mère accepte sa prise de position. De toute façon, vous savez, peu importe l'attitude que votre épouse peut avoir, vous de votre côté, ne soyez pas dans ce jeu-là, parce que c'est important. Faut bien entendre que dans les cadres de divorce, et là Maître Mansouri Maghribi, qui fait une émission tous les samedis, sera la plus à même de parler de ça. Dans les cadres de divorce, quand un des deux parents dit du mal de l'autre parent, c'est considéré comme de la violence psychologique, c'est considéré comme de la maltraitance. Dès l'instant où il y a eu constat de maltraitance psychologique sur l'enfant, le parent perd le droit de garde de l'enfant. Donc ce n'est pas un jeu. Parce que ça a vraiment des effets dévastateurs sur la construction psychique de l'enfant et sur son identité. Donc, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas d'incidence, vous n'avez pas de contrôle sur l'attitude de l'autre parent, sur l'attitude de votre épouse, mais vous avez une incidence, et en tout cas un contrôle sur votre comportement à vous. Donc soyez le plus apaisant possible et rassurez-le le plus possible, Inch'Allah. Merci beaucoup, Nordine, de votre témoignage en tout cas. Hein. Merci à vous. Et vous revenez quand vous voulez, Nordine, il n'y a pas de souci. On sera là pour vous accueillir. Et encore une fois des autres témoignages, hein, ça témoigne, ça fait plaisir. Hein, on déborde un petit peu. S'il y a des auditeurs qui veulent aussi nous appeler, voilà, vous voulez parler de la belle-mère, du beau-père, voilà, n'hésitez pas, comme ces auditeurs qui ont appelé 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Je suis en conflit avec mon beau-père, ma belle-mère en permanence, ou alors ça se passe plutôt bien. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Déchaînez-vous au standard, venez parler, et puis voilà, j'adore William parce que vous donnez vraiment les plus beaux conseils et les aides des auditeurs, et ça c'est une clé, hein, dans cette émission, c'est les meilleurs conseils. Et là vous avez j'étais particulièrement été très très satisfait du conseil que vous avez donné par rapport au père, par rapport à son enfant, et c'était magnifique en tout cas. 01 40 33 9000. On va prendre encore peut-être un ou deux témoignages en attendant sur l'antenne de France Maghreb 2 évidemment. Allez, on va prendre un appel tout de suite ici. Allô, bonjour. Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam, quel est votre prénom? C'est Morad. Morad, vous nous appelez d'où, Morad? De Créteil. Très bien, on vous écoute, Morad. Moi, je vous appelle parce que voilà, je me suis reconnu dans les témoignages, quelques témoignages. Excusez-moi, je suis en train de conduire en même temps. Là, je m'arrête. C'est mieux. Allez-y. C'est plus sûr. Non, je me suis reconnu dans certains témoignages parce que moi, voilà, je vous explique, j'espère que ça va pas être trop long pour vous. On va voir, il n'y a pas de souci, on vous écoute, on est là, il n'y a pas de problème.
Voilà, parce que moi j'ai divorcé en décembre 2015. D'accord. Et en décembre 2015, il n'y a pas eu de problème. J'ai tout laissé à madame, je suis sorti et tout, il n'y avait pas de problème. Les enfants, ensuite quand je suis sorti, j'étais hébergé, les enfants je les prenais quand même. Je les prenais, il n'y avait pas de problème, je les sortais partout et tout. Et ensuite, alors, pardon, juste je vous coupe, excusez-moi. Donc pas décision de justice qui a été rendue avec un droit de garde? Oui, une semaine sur 2. D'accord, très bien. Et ensuite, les enfants... depuis que je me suis remis avec quelqu'un, je me suis marié religieusement avec quelqu'un, là ça a vraiment changé. Parce que leur mère, elle me disait toujours que quand tu vas divorcer, tu pourras jamais rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord. Pourquoi? Voilà, parce que j'ai un problème de physique, mais ça m'empêchait pas, ça m'a pas empêché de rencontrer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire un problème physique? Un handicap? Ouais, non, je peux pas vous dire parce qu'après je vais être reconnu, j'ai pas envie d'être reconnu. Très bien, d'accord. Voilà. Et voilà quoi, et ensuite les enfants, ils ont changé du jour au lendemain. Alors, dès qu'ils venaient, au début quand ils ont vu leur belle-mère, elles étaient contentes et même elles disaient maman, alors que moi j'étais choqué, je leur disais de ne pas dire maman parce que c'est pas votre mère. Après elles m'ont répondu instinctivement comme ça, normal. Oui, nous aussi on dit beau papa à notre beau-père, on dit papa. Je sais pas, si c'est comme ça, mais vous n'êtes pas obligé. Bon, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Et ils ont même assisté à mon mariage. Mais 2 semaines après, leur comportement ont changé radicalement. D'accord. Je vous explique. Quand on sortait de la douche, elle leur faisait comment dire ça, le séchoir, elle voulait plus, elle disait non, on n'a pas envie. Bref, elle repoussait leur belle-mère, quoi. Et elle trouvait des prétextes, voilà, votre belle-mère, non, un jour elle m'a dit ça à moi, elle m'a dit que, voilà, effectivement, pourquoi tu sors avec quelqu'un comme ça, pourquoi les enfants, ils sont tombés nez à nez sur des comment dire, des sous-vêtements, plein de choses comme ça, juste pour les dénigrer. Mais moi, j'ai jamais parlé sur leur mère. D'accord. Ça, j'avais un principe. Jamais je leur parlerai sur leur mère. Mais elle a fait tout le contraire. Et là, du jour au lendemain, chaque fois quand je posais les enfants à 19h, c'était la garde à vue pour eux. Parce qu'à 19h05, j'ai reçu un coup de fil. D'accord. Dans quel contexte vous avez divorcé? Normal, parce que moi, à l'amiable, on a fait tout à l'amiable. D'accord. Qui était l'instigateur du divorce? Qui a demandé le divorce? C'est elle. D'accord. Qu'est-ce qu'elle avait à vous reprocher? Elle avait à me reprocher, je sais pas, dire que c'était la routine, plein de choses, mais c'était du mensonge. Parce que du jour au lendemain, elle était déjà avec quelqu'un. D'accord. Donc c'était un prétexte. Parce que là, forcément, votre épouse, enfin votre ex-épouse, pardon, elle fait preuve d'une certaine forme de jalousie. Alors, oui, la jalousie. Oui, parce qu'elle m'a appelé, au moins, je me souviens de toute ma vie, le 9 décembre, elle m'a appelé 2016. Et elle m'a dit qu'elle voudrait revenir avec moi parce que j'ai pas envie que quelqu'un d'autre rééduque mes enfants. C'est ça. La jalousie, je pense qu'elle doit avoir un lien d'attachement un peu particulier avec ses enfants. Elle doit potentiellement avoir une relation assez fusionnelle. Et elle est restée combien de temps avant de se remarier? Pas beaucoup? Non, pas beaucoup. D'accord. Beaucoup. D'accord. C'est difficile pour elle de pouvoir accepter l'idée que ses enfants puissent avoir un attachement supplémentaire, que ses enfants puissent avoir des modèles. Les enfants, quand je les déposais, pourquoi ils étaient tout obligés de tout raconter à leur mère? Alors que moi, c'est des leur bouche, elle était cousue. Ils disaient même pas qu'ils ont été acheter une baguette. En gros, je vous dis ça pour exagérer, mais ils disaient rien sur leur mère. Mais par contre, moi, c'était vraiment le détail de ces détails. D'accord. Quel âge ont vos enfants? L'année prochaine, la première elle sera au collège et l'autre l'année prochaine elle sera en CM2. 11 ans et voilà, et comme elle me faisait des problèmes, j'ai envoyé un message et je lui ai dit voilà, compte tenu que t'aimes pas l'éducation que je porte pour les enfants, donc je les vois plus. Là ça fait 6-7 mois que je les vois plus. Vous avez renoncé à voir vos enfants? Ouais. Non. Parce que ça me faisait des problèmes. Ça me faisait que des problèmes. Chaque week-end, je l'ai déposé, ça me faisait que des problèmes. Et pour vous dire, ma femme actuelle, elle a pas fait de problème, justement.
D'accord. Non, là par contre, peu importe l'attitude de votre ex-femme, vos enfants ne vont pas comprendre cet abandon. Comment vous l'avez justifié auprès de vos enfants? J'aurais même pas parlé. Non, il faut parce que là vous mettez en acte ce que vos enfants ont craint, à savoir. Mais ils ont craint quoi, madame? C'est elle qui s'est mariée. Moi, je me suis marié bien après. Donc, si c'est elle qui a fait la faute entre guillemets, c'est bien elle. Donc, elle moi, est je toujours me suis marié mariée après elle. Elle est toujours mariée? Non, elle s'est séparée de cet homme. Bah justement, voilà, vous avez tout compris. Vous êtes très fort. Elle s'est séparée, oui. D'accord. Et donc elle est revenue vers vous. Et en ce moment, vous savez pas. C'est pas un bouche-trou quand même. C'est pas du jour au lendemain. Elle veut arrêter elle s'est séparée de son mari, que moi, elle veut revenir avec moi. Et après, elle remet tout ça sur ma faute et qu'elle dise n'importe quoi aux enfants. C'est ça le problème. C'est une situation qui est extrêmement compliquée, mais moi ce qui m'embête pour vous, c'est que vous aussi vous soyez privé de la présence de vos enfants et vos filles, elles ont besoin de vos filles. Elles me manquent tous les jours. Bah oui, voilà. Oui. J'imagine. On va trouver une solution. On va marquer la pause. On va revenir avec lui pour que vous puissiez lui trouver les meilleurs conseils à cet auditeur, avec aussi un autre témoignage très 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 fort, hein, les amis. Vraiment, merci pour tous vos appels. Monsieur, vous quittez pas, on va marquer la pause et puis on essaiera de vous encourager à revenir revoir vos enfants, d'accord? D'accord. Allez, à tout de suite sur France Maghreb 2, restez bien là aussi, venez témoigner, on est là encore. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Parlez psychologie plus que jamais avec William Maghrebi qui est là pour vous. À tout de suite. Morado, 01 40 33 9000, vous pouvez continuer à appeler, évidemment, on parle des belles-mères. Il est encore en ligne? Il est là, Morad. Oui, Morad, donc excusez-moi, est-ce que vous avez clairement demandé à votre enfant si sa maman parlait sur vous? Non. À vos enfants? Non. Vous n'avez pas clairement posé la question? Faut que je lui pose la question, mais je les vois pas. Oui. Alors là, vous avez perdu votre droit de garde ou pas? Non. Alors faites attention, parce qu'il suffit de faire constater par huissier ou il suffit que votre ex-femme fasse des mains courantes pour vous enlever votre droit de garde si vous ne le prenez pas. Il y a un risque très important. Je me reconnais sur ce que vous avez dit à un auditeur avant. Alors enfants, justement, quand ils vont grandir, ils vont savoir par eux-mêmes. Moi, ils savent dans leur inconscient que j'ai jamais parlé sur leur mère. Oui, mais ils vont manquer de rien. Là, moi, ça m'embête. Alors, je vous explique. Vous avez deux parents qui sont potentiellement en conflit. Vous ne dites rien, mais votre ex-femme dit du mal de vous. Votre enfant, il est pris entre deux étaux. D'accord? Et il va être dans ce qu'on appelle, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le délit de loyauté. Il est déchiré entre deux choses. Il va être obligé à un moment donné de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. D'accord? Ils ont clairement pris l'enfant est obligé, il tiendra pas psychiquement, il est obligé à un moment ou à un autre de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Forcément, le parent qui va être fautif, le parent qui va être considéré comme le moins compétent et le moins fiable, ça va être le parent qui ne vient pas. C'est le parent qui est absent. Vous voyez? Vos absences qui se répètent, surtout si vous aviez l'habitude de les prendre une semaine sur deux, tout ça, ça va venir créer en eux cette conviction que vous êtes le parent défaillant. Attention, ne croyez pas qu'en grandissant, ils vont se dire non, en fait, mon père, il est comme ci ou comme ça. Non, eux, ils vont se souvenir de vos absences. Ils vont se souvenir. Moi aussi, franchement, excusez-moi de vous couper, je suis déçu de leur comportement à elles, parce que j'ai jamais fauté avec les alors, enfants. Excusez-moi, J'ai toujours été bien Morad, avec les enfants. s'il vous plaît, aucune rancune et aucune pensée négative vis-à-vis de vos filles. Elles n'y sont strictement pour rien. Ne soyez pas déçus d'elle. Soyez déçus. Vous connaissez. Ah oui, je peux vous le garantir. Soyez déçus de votre ex-épouse, mais jamais de vos filles. Vos filles, elles ont un attachement vis-à-vis de vous. Elles vous aiment. Elles sont potentiellement, de ce que vous me dites, je me fie juste à ce que vous me dites. Elles sont potentiellement manipulées. Donc, vous, en vous mettant en retrait, en pensant que c'est pour leur bien, en réalité, vous donnez juste du grain à moudre à votre ex-femme. Non, je vous assure, moi je vous dis la vérité, je m'en fiche, il n'y a que Dieu qui va me juger. Je vous dis quoi? Je vous dis les choses normales. C'est moi qui ai pris la décision. Sans mais elles ont besoin de vous, vos filles. Parce que comme elles m'ont elles ont besoin de vous, vos filles. Oui, elles ont besoin de moi, mais quand je vois
qu'il y a un parti pris que moi jamais. Alors, je sais pas. Non, il y a pas de parti pris volontaire. Elles n'ont pas le choix de prendre le parti de leur mère, celle avec qui elles vivent et celle avec qui elles sont constamment. Elles n'ont pas le choix. Et moi, ce qui m'embête, et je pense que ça vous embête aussi, puisque vous êtes un père et que vous aimez vos filles, c'est que de cette situation vont naître des difficultés très importantes chez vos filles, telles que la mauvaise estime de soi, telles que l'absence de confiance en l'autre en général. Plus tard, quand elles seront adultes, elles ne feront pas confiance aux hommes. Plus tard, quand elles vont être plus grandes, elles auront du mal à se débrouiller seules. Mais elles vont pas dire alors, elles vont pas se dire que c'est leur mère qui s'est mariée au début. Mais trop tard. Moi, en fait, je suis parti, comme on dit chez nous. Je suis parti avec Charouetta de chez moi. Oui, mais ça sera trop tard. En fait, moi, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que ça. Oui, ça viendra. La raison, elle leur fera dire, une fois adulte, ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que, en tant que psychologue, ce qui me dérange, c'est qu'elles sont en train de se construire là-dessus. Et que les conséquences, l'impact psychologique sur le développement de vos enfants, ce sera trop tard. Elles seront construites autour de ça. À savoir, une figure paternelle absente. C'est-à-dire un père qui n'est pas présent. Et une mère qui est potentiellement toxique et qui dit du mal de ce père. Prenez votre place. Prenez votre place, c'est extrêmement important. Peu importe la relation que vous avez avec votre ex-femme, vos filles, elles ont besoin de vous, elles ont besoin psychiquement de se construire en sachant que vous êtes présent. Ne renoncez pas à ça. Moi, je me dis avec tout ça, les filles, elles veulent plus me voir à cause de leur mère. Même si elles viennent, elles jouent un rôle. Quand elles sont avec moi, elles jouent un rôle. Oui, mais parce que elles n'ont pas le choix que de jouer ce rôle. Il faut vraiment, alors moi je peux pas vous dire plus que ça. Il faut vraiment que vous rétablissiez la vérité. Il faut vraiment, il faut rétablir la vérité. Il faut les voir. Il faut leur expliquer ce que vous avez vécu, comment vous voyez les choses, sans attaquer l'autre, sans attaquer l'autre parent. Vous leur expliquez. Voilà, vous allez leur expliquer que parce que vous pensiez que c'était pour leur bien, que parce que vous les aimez, que parce que vous avez voulu éviter les problèmes, les conflits, vous avez pensé à elles avant tout, vous avez décidé de vous éloigner de leur vie pour leur bien, pour que finalement elles se sentent moins tiraillées entre vous et votre ex-femme. Mais il faut vraiment que vous repreniez votre place. Elles ont besoin de vous. Ne croyez pas, ne pensez surtout pas qu'elles soient satisfaites de ce qu'elles sont en train de vivre. Ne pensez surtout pas qu'elles soient heureuses de cette situation. J'avais toujours l'impression qu'elles étaient contentes de pas rester. Non, essayez ça, Morad, et revenez nous dire, d'accord? Ok. Non, ben voilà. Pas vous prendre l'antenne plus longtemps que ça. Non, mais voilà, j'insiste vraiment, s'il vous plaît, Morad, vos filles ont besoin de vous. Peu importe la mère qu'elles ont, peu importe l'attitude qu'elles affichent devant vous, elles ont besoin de vous. Ne les privez pas de votre présence. Vraiment. N'hésitez pas à nous rappeler, on fera des émissions spéciales, des libres antennes, etc. Je vois que ça vous plaît beaucoup de tous comme ça parler. Il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus en tout cas, d'accord? Et n'oubliez pas que vous êtes un bon père. Peu importe le comportement ou l'attitude que vous avez eu avec la maman, peu importe l'homme que vous êtes un bon père. Il n'y a pas de bons ou de mauvais parents, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc vos filles, elles ont surtout besoin de votre amour. Et ça, c'est tout ce qu'elles retiendront. C'est tout ce qu'elles retiendront, l'affection que vous avez envers elles. Merci beaucoup, Morad. À bientôt, alaikum salam. Voilà, venez parler à William Maghrebi, on a encore le temps vite fait, si vous voulez parler avec elle. On parle des belles-mères, oui, encore une belle-mère, oui, pas facile, 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Patience, si vous n'arrivez pas à nous avoir, évidemment, au standard, on est là. On vous accueille avec le plus grand plaisir. 01 40 33 9000 au standard. On vous accueille en direct live. Allez, on va prendre un autre appel de ce côté-ci. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. Beaucoup de monde au standard ce soir. Oui, beaucoup d'hommes en tout cas. Quel est votre prénom, monsieur? Mon prénom c'est Adil. Adil, vous nous appelez d'où, Adil? Je t'appelle de 92. Bien, très bien. Adil, William Maghrebi vous écoute, Adil. Oui, je vous appelle, moi j'ai aucun problème avec ma belle-mère, ma belle surtout, j'ai un problème avec ma femme. Et c'est délicat un petit peu, c'est ma belle-mère et ma belle-sœur sont avec moi, parce que cette femme est à la garde depuis 4 ans. Votre femme à la garde des enfants, c'est ça? Je vous entends très mal. Oui, attendez. Oui. Alors, enlevez le haut-parleur ou le kit Malik qu'on vous entend pas là. Ok.
Allez-y. Ça me dérange pas. Hop. Allô? Allez-y, ouais, c'est bon, allez-y. D'accord. Oui, c'est elle qui est à la garde. Franchement, au début, elle était une maman cool avec ses enfants. Moi, je fais qu'est-ce que je faut faire. Elle, pareil. Et depuis 1 an et demi, elle a changé complètement. Et dernièrement, là, j'ai un petit souci. On est arrivé carrément à porter plainte contre sa femme, moi et sa mère. Ah, sa maman à elle, donc votre belle-mère, a porté plainte avec vous contre sa fille. Plainte, contre cette dame parce que voilà, moi j'étais pas au courant. J'ai 4 enfants avec elle. J'ai la grande qui a 13 ans, la dernière elle a 5 ans et demi. Et j'étais pas au courant quand je viens voir mes enfants chaque fois. Ma fille me cache parce qu'elle a peur. Qu'est-ce qu'elle vous cachait? Elle était jamais à la maison, c'est-à-dire elle laisse des mineurs à la maison tout seul pendant 20 jours, 15 jours normalement. Ouais. D'accord. Et cette histoire, elle a commencé quand? Elle a commencé, ça fait un moment, je viens de le savoir le l'Aïd, parce que je venais voir mes enfants. Quand je demandais à la grande, elle m'a dit, maman, elle n'est pas là depuis jeudi, avant l'Aïd. Malheureusement, j'ai récupéré tout le monde, je l'ai ramené chez ma belle-mère. Ils ont passé l'Aïd là-bas. Ma belle-mère, elle est venue lundi, mardi, sans rester avec eux. Après, il ne peut pas rester plus parce qu'il a des rendez-vous à gauche, à droite. Et en sachant, moi, j'ai une interdiction de chez elle à l'époque, c'est-à-dire ni rentrer en contact, ni passer à la maison, même en bas de la porte. Pourquoi? Parce que voilà, cette dame, maintenant, les cartes, sont savoir, elle a préparé son cours. Moi, j'ai travaillé de 6h, je finis à minuit, j'étais cuisinier responsable logistique dans un traiteur avant. Je vois tous les jours, il y a des mains courantes, j'étais même pas au courant, il a porté plainte contre moi, j'ai fait une formation poids lourd, le lendemain, j'ai trouvé une requête de divorce, séparation avec violence, je vous jure, il n'y a rien dans tout ça. Et voilà, et de toute façon, j'étais séparé, tant mieux. Mais qu'est-ce qu'il fait pour mes enfants? J'étais pas d'accord. C'est pour ça que je portais plainte, parce que c'est des menaces. Ils menacent les petits de partir en famille d'accueil. Non, même pas à la DAS ou quand vous parlez à votre père. Et le plus malheureux, il laisse même pas un rond à mes enfants, en sachant c'est elle qui la garde, c'est elle qui a tout l'argent qui part sur son compte. C'est-à-dire ma fille, chaque fois elle m'appelle, elle me dit papa, on n'a rien à manger, moi je suis obligé d'appeler un ami à moi parce que je suis pas sur place, je fais VTC, vous voyez, je me déplace partout. Et voilà, et c'était la décision que j'ai prise, c'était mardi dernier, je portais plainte contre elle, mercredi j'ai porté plainte contre elle, et bon Dieu, elle est là, et c'est la belle-mère qui a les enfants. En sachant, moi j'ai un petit studio de 18 mètres carrés, je peux pas récupérer les 4 pour l'instant. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai aucun problème avec ma belle-mère et on est complice, un truc de malade. Vous êtes associé dans le hack, vous êtes complice entre guillemets dans ce qui est juste, dans le bien dans l'intérêt commun de vos enfants. Tout ça pour les enfants. Oui, c'est dans l'intérêt commun. Ma belle-mère, je la respecte plus que ma mère parce que c'est bien, elle est raisonnable cette personne. Qu'est-ce qu'il fait pour mes enfants? Je dis pas que ma belle-mère, ma belle-sœur aussi, mais il n'y a rien à dire. Qu'est-ce qu'ils font pour mes enfants? Moi, j'oublie jamais. Ils sont là, ils sont dispo. En sachant, ils ont rien à voir dans l'histoire. C'est bon, ils ont grandi. Leur maman, elle a fait des enfants, elle est mariée, elle a des enfants, et eux, ils passent à la table suivante. Et ils sont toujours là, et franchement, je le respecte énormément. Voilà. Et en fait, voilà, c'est ça le souci. Le truc, le dernier qui m'a fait mal au cœur, cette dame, elle a porté plainte contre moi et sa mère. Et on peut pas porter plainte contre pour quel motif? Moi, ça me dérange pas, sincèrement, ça me dérange pas. Parce que les gens, ils sont un petit peu vicieux. Quand elle était convoquée et tout, et sait ce qu'elle a fait, elle a porté plainte parce qu'on a récupéré les affaires des petits. On était en obligation de récupérer les affaires des 4 petits pour le ramener chez la belle-mère. D'accord. Elle a dit qu'on a, entre guillemets, volé ses affaires. Ce qui aurait été bien, et là pour nos auditeurs, ça pourrait être parlant. Ce qui aurait été bien, c'est que si vous êtes si nos auditeurs un jour sont dans ce cas de figure, il faut appeler la police. Il faut appeler la police pour qu'ils viennent constater qu'ils voient de même que les enfants sont livrés à eux-mêmes.
Bien sûr, mais j'ai fait tous ces démarches, c'est pour ça maintenant, ouais, bien sûr, moi c'est pour ça que je partais voir la police carrément. Non, il faut rester devant l'appartement et appeler la police. C'est la police qui va ouvrir et qui va constater que les enfants sont seuls et livrés à eux-mêmes. Là, à ce moment-là, le fait de récupérer des affaires, ça ne posera pas de problème parce que ça sera fait devant un officier de police qui est assermenté. Moi, ce qui m'embête dans ce que vous êtes en train de dire, effectivement, et ça peut être constaté par un psychologue, hein, ce qui m'embête, c'est que, au vu de ce que vous me dites, le comportement, l'attitude de votre ex-femme, c'est un comportement abandonnique. Elle risque potentiellement de créer en vos enfants ce qu'on appelle un attachement insécure. Vos enfants vont se sentir carencés sur le plan affectif, ou en tout cas insécurisés. Et ça a de grandes conséquences sur le plan psychique pour vos enfants. Donc c'est extrêmement nocif et dommageable. Effectivement, si votre femme est une femme alors j'en sais rien, hein. Moi je me base vraiment uniquement sur ce que vous êtes en train de dire, un peu frivole ou en tout cas un peu hystérique dans son attitude, puisqu'elle abandonne, elle laisse ses enfants pendant plusieurs jours seuls. Je ne sais pas quelle vie a cette femme, mais on n'est pas là pour la juger, on n'est pas là pour la critiquer ou lui jeter la pierre, on essaye juste de comprendre. Si votre femme a un trouble, en tout cas de la personnalité, faut pas hésiter à demander une expertise psychiatrique. Oui, ça c'est sûr, parce qu'au moins il y a un dossier qui est déjà, la dame il est condamnée, il a déjà un jugement à cause de tout ça. D'accord. Et bien sûr, après il y a une convocation de juge des enfants, bien sûr, pour qu'on commence à voir comment on va faire pour les petits. Est-ce qu'on va rester chez la grand-mère, et c'est moi que je le récupère, en sachant moi je peux pas, j'ai en train de faire les démarches à gauche à droite pour récupérer une grande appart. Et c'est pas facile. Et voilà. Et moi, je sais, c'est ça qui me fait mal au cœur. Qu'est-ce que me raconte ma fille maintenant? Qu'est-ce que raconte sa mère? C'est-à-dire, mes enfants, pendant 1 an et du poussière, ils étaient presque traumatisés. Parce que sa dame, elle ramène carrément un mec à la maison, entre guillemets. On n'est même pas dans le halal, ça c'est son problème. Mais comme on est des musulmans, voilà, et tu peux pas ramener un mec ou voilà des mecs à la maison, en sachant ça t'a mis là, il boit devant mes enfants. Ma fille, il a 6 ans, il va voir ça, parce que moi, je récupère le week-end. Et moi, c'est ça qui m'a choqué le plus. Moi, ce qui me choque en tant que psychologue, au-delà de la dimension religieuse, c'est le fait effectivement de exposer son enfant à un produit, à de l'alcool, parce que les enfants prennent modèle sur ce qu'ils ont pu voir dans leur enfance. Ils se construisent sur le modèle parental, et puis le fait qu'une femme puisse avoir une sexualité un peu exacerbée, enfin voilà, une sexualité un peu on va dire voilà, vous m'avez compris, c'est un peu embêtant, parce que les enfants vont voir leur mère plus seulement comme une mère, mais comme un être sexué. Et ça, potentiellement, ça peut être traumatisant. Alors, je dis pas qu'il faut pas que la mère se remarie ou que le père se remarie, mais voir sa mère enchaîner les relations, c'est communes, il n'y a pas de souci. C'est extrêmement. Quand on est divorcé. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, religieux ou pas religieux, mais dans la limite, c'est-à-dire que ma liberté, elle s'arrête là où commence celle de mon enfant. Mon bien-être s'arrête là où commence celui de mon enfant. En tant que parent, je me soucie du bien-être de mon enfant, du mien aussi, mais aussi du bien-être de mon enfant. Donc en aucun cas, je ne lui impose des relations multiples comme ça à la vue de tous, et encore moins je l'expose à l'alcool. Donc effectivement, là, moi je pense qu'il y a un peu d'immaturité dans le comportement et l'attitude. Il y a rien de mieux que de toute façon demander une expertise psy, et du côté de la mère et du côté de vos enfants, parce que le risque, c'est que vos enfants souffrent du syndrome d'abandon. Le risque, c'est que vos enfants se sentent intérieurement insécurisés, et ça par contre ça donne lieu à des troubles addictifs. Donc je sais pas où est-ce que vous en êtes, en tout cas dans vos démarches, mais moi ce que je trouve... Mes démarches, je viens de commencer, je vous dis, tout ça c'est frais, ça fait la semaine dernière. Ah oui, d'accord. Les démarches. On vous souhaite vraiment bon courage, et surtout venez nous dire un peu, essayez de voir, peut-être pour rencontrer Wiem pour vos enfants, peut-être qu'elle pourra vous aider aussi. Ouais, c'est plus pour la grande, parce que la grande, c'est elle qui a fait le rôle de maman. Et c'est ça, parce que tout ça, c'est elle qui le ramène à l'école. Et c'est ce qu'il ne faut pas. Parentaliser un enfant, c'est juste pas possible. Laissez-lui vivre son enfance et son adolescence.
c'est pendant quand même un moment, c'est l'artiste qui fait le rôle de maman. Il mais fait non, des affaires, mais non, mon je Dieu. vous jure. Des fois, il rate des cours de collège le matin parce qu'il faut qu'il ramène ses petites Je soeurs. suis désolée. Alors là, c'est un message pour toutes les mamans, hein, pas seulement pour en direction de votre ex-épouse. S'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît, c'est un cri d'alerte que je suis en train de faire là. Arrêtez de prendre vos filles pour vos esclaves. Elles n'ont pas à faire le ménage 24 heures sur 24. On ne peut pas être dans une double injonction, c'est-à-dire d'un côté, je veux qu'elle réussisse dans les études et qu'elle fasse sa vie, qu'elle devienne quelqu'un, parce que ça me narcissise moi en tant que maman de voir que ma fille réussit, et de l'autre côté, faire d'elle la boniche à la maison. Excusez-moi, non, s'il vous plaît, il faut arrêter à un moment donné. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut la réussite de nos enfants sur le plan scolaire, universitaire, ou on veut avoir une aide ménagère à domicile. Donc, et au-delà de tout ça, effectivement, on n'a pas à mettre l'enfant dans la place de parent. C'est juste destructeur. En tout cas, on vous souhaite bon courage pour votre témoignage, pour vos enfants. On est de tout cœur avec vous. Et William est là pour vous écouter. Et merci pour votre témoignage positif, parce que moi, mes enfants, c'est ma vie de toute façon. Quand on fait des enfants, on n'assume pas. Moi, voilà. Mashallah, barakallah. Ouais. Un vrai père sérieux. Pour nos enfants, comment il faut les parents. Et la preuve, si vous n'étiez pas quelqu'un de bien et si vous n'étiez pas soucieux de vos filles, de vos enfants, vous n'auriez pas votre belle-mère et votre belle-sœur de votre côté. Bien sûr. Ça montre bien que vous êtes du côté de la justice. Et vous avez tout à fait raison de vous centrer sur le bien-être de vos enfants parce qu'ils sont les plus importants. Félicitations. Oui, allez-y, un dernier mot, allez-y. En plus, excuse-moi, mon dernier mot, avant de ça, je demandais la garde des enfants. Je sais, il commence à déraper. J'ai dit, s'il vous plaît, donnez-moi la garde des enfants. Je me démerde, marqué pour écrit. J'ai un avocat qui m'a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne voulait rien faire dans tout ça. Oui, mais malheureusement, on n'arrive pas à ce point. Moi, je ne veux pas mes enfants qui vont partir devant un juge, devant un lieutenant de police pour témoigner. C'est moche pour des petits. C'est traumatisant. On a essayé de trouver une solution. J'ai dit, tu n'as plus la capacité de gérer tes enfants. Laisse-moi mes enfants. C'est ça que je demande. Mais il n'a rien fait dans tout ça. Mais malheureusement, j'étais dans l'obligation de faire ça. Il fallait faire les démarches pour protéger mes enfants, entre guillemets. Eh ben, bon courage à vous en tout cas. Merci et puis revenez nous voir en tout cas. Il n'y a pas de souci. C'est plaisir de parler avec vous. Merci. Comme ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt. Barakallahu fikoum. On reviendra la semaine prochaine pour la libre antenne. Voilà. Vous allez pouvoir parler comme ça, témoigner évidemment. Et, merci beaucoup, William, en tout cas. Oui, alors simplement pour conclure, mais Jahed, ce qu'on peut constater, c'est que recomposer une famille, c'est vraiment pas une mince affaire. Ouais. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle, tant les bénéfices peuvent être très nombreux. Alors vous, les parents, quand vous avez décidé de refaire votre vie avec un futur beau-père ou une future belle-mère, dites surtout, s'il vous plaît, on conclura là-dessus, dites surtout à vos enfants combien vous les aimez. On ne dit jamais assez à ces enfants qu'on les aime. C'est très important. On leur dit jamais à quel point ils ont une place primordial dans notre cœur. On leur dit jamais à quel point ils sont importants dans nos vies. Quel que soit le nombre de personnes qui vont traverser nos vies, peu importe le nombre de personnes qu'on va rencontrer, nos enfants resteront toujours des pivots, des points centraux ancrés en nous, dans notre existence, et il faut leur dire. Parce que plus vous allez leur dire à quel point ils sont indispensables dans votre vie, plus eux, ils seront rassurés sur leur attachement envers vous, envers eux et envers vous. Donc c'est comme ça qu'ils pourront tirer des bénéfices, en tout cas le plus de bénéfices possible des nouvelles unions, de la nouvelle union que vous allez faire. Ils vont apprendre à partager avec les enfants de votre conjoint ou votre conjointe. Ils vont apprendre que finalement, même s'ils sont à la base des enfants uniques, ils vont découvrir le plaisir de la fratrie. Peut-être qu'ils vont découvrir la place du plus grand ou la place du plus petit. Ils vont apprendre qu'en amour, la taille du cœur, elle ne se divise pas, mais au contraire, notre cœur, il s'agrandit. Plus on a des personnes qu'on aime, plus notre cœur grandit, et au contraire, il ne se divise pas. Ils vont apprendre à faire des concessions, à s'adapter aux autres, à organiser leur vie avec de nouvelles règles, à accepter la différence. Ils vont développer de nouvelles facultés à vivre en commun, à s'intégrer en société. Mais l'origine et la base de tout ça, c'est la communication et c'est l'expression de l'amour qu'on a vis-à-vis et envers nos enfants. Mais Jahed, je me souhaite et je souhaite à tous nos auditeurs la clé du bien, de devenir des clés du bien et la paix du cœur. Merci beaucoup, William Maghrebi, qui reviendra la semaine prochaine. Je vous rappelle que si vous avez envie de la rencontrer en privé pour des rendez-vous, elle est disponible jusqu'au mois de juillet. Vous pouvez la joindre au 06 25 17 65 36 06 25 17 65 36. La libre antenne avec William Maghrebi reviendra la semaine prochaine et avec un autre thème, mais surtout c'est vous les boss de cette émission. À la semaine prochaine, William. Salut, bye bye. Merci.